le grand moment de notre dernière grande conférence de nos universités d'été 2012. Madame la Ministre, merci d'être avec nous pour cette occasion. Depuis plusieurs années déjà, à chacune de nos universités d'été, nous avons accueilli de grands Européens. Je pense à Lech Walesa, par exemple, qui nous a éblouis il y a 2 ans. Je pense aussi à des habitués des rencontres avec les chefs d'entreprise, le président Barroso ou bien encore le président Van Rompuy. Sans parler des habitués de nos échanges que sont Pascal Lamy, par exemple, ou le président du Parlement européen et de nombreux commissaires. Depuis 3 jours, nous échangeons, nous discutons ensemble, intellectuels, chefs d'entreprise, femmes et hommes politiques, autour d'un thème, intégrer. Intégrer, nous l'avons compris, c'est un défi nécessaire, mais extraordinairement difficile, complexe. Ceux qui m'entourent aujourd'hui sont à la fois des grands Européens et des hommes et des femmes qui, dans leur parcours, ont toujours cherché à rassembler et à dépasser les divisions, les clivages. Et en cette fin d'été 2012, je crois que nous sommes nombreux à avoir la conviction que la sortie de nos difficultés passe par un grand bond en avant de l'Europe. Bernard-Henri Lévy a, je crois, sensibilisé nous tous vers l'urgence de cette avancée. Et hier, certains nous disaient à quel point la course entre, d'une part, les populismes qui, sous diverses formes, se multiplient dans de nombreux pays européens, et le fédéralisme sont en ce moment au coude à coude, sans que l'on sache très bien qui peut l'emporter. Mais il est probable que ça dépend beaucoup de nous, les chefs d'entreprise, pas de nous seuls, mais nous savons que l'enjeu est à la fois économique et politique. Pour aborder ces sujets extraordinairement difficiles, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi un panel hors norme. Alors je voudrais vous présenter brièvement chacun d'entre eux, même si évidemment vous les connaissez bien. Tout d'abord, Romano Prodi, vous êtes un très grand Européen. Vous avez été par 2 fois président du Conseil italien. À cette occasion, vous avez permis l'entrée de l'Italie dans l'euro. Vous avez créé les conditions en assainissant les finances publiques. Et entre 2 épisodes majeurs à la présidence du Conseil italien, vous avez été en plus le président de la Commission européenne, et notamment au moment de l'entrée de l'euro dans le monde. Vous avez redressé les comptes de l'Italie, mais je voudrais aussi signaler à tous nos amis chefs d'entreprise que, si je ne me trompe pas, vous avez été au début de votre carrière politique ministre de l'Industrie. Et donc, votre sensibilité à des questions qui nous préoccupent quotidiennement est particulièrement grande. Nous avons une superbe représentation italienne aujourd'hui, puisque avec vous est venue Emma Bonino,
Emma, je suis particulièrement heureuse de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Tu as un parcours politique hors norme. Si je ne me trompe pas, tu as été élue à 7 reprises à la Chambre des députés en Italie. Tu as été commissaire européen, responsable des politiques de consommation, de la pêche et aussi responsable de l'Office européen pour l'aide humanitaire d'urgence. On t'a beaucoup vu à ce moment-là. Tu as été ministre des Affaires européennes de Romano Prodi. Je peux vous dire qu'ils aiment bien se retrouver. On l'a encore vu tout à l'heure. Tu es aujourd'hui vice-présidente du Sénat italien. Mais surtout, il faut que tout le monde le sache, tu es toujours à la bagarre, toujours prête, toujours aux avant-postes, quand il s'agit des droits de l'homme, sous toutes ses formes. Des droits de l'homme, des droits de la femme, ça va sans dire, parfois mieux en le disant. Et puis, avec vous, à la frontière du politique et de l'économique, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Cœuré, à l'extrême de cette table, de ce côté. Benoît Cœuré, professeur d'économie, a été directeur de l'agence France Trésor, la fameuse institution qui émet la dette, et puis directeur adjoint du Trésor, à ce titre chef économiste au ministère de l'économie et des finances. Et depuis le 1er janvier, Benoît, vous êtes membre du directoire de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, au fond, la seule institution fédérale aujourd'hui de l'Europe. Avec vous, j'ai vraiment la joie d'accueillir 3 grands patrons de très grandes entreprises françaises. Baudouin Pro, Baudouin, vous le connaissez tous très bien, président de BNP Paribas et par conséquent président de la plus grande banque de la zone euro et l'une des plus grandes banques au monde. Et en plus, j'ai voulu regarder, Baudouin, ta biographie et beaucoup de choses évidemment que je savais, mais j'ai relevé que tu avais collectionné les prix ces dernières années, 2006 financier de l'année, 2009 stratège de l'année, 2010 dirigeant bancaire de l'année, etc. J'en rajoute pas, mais nous ne sommes pas étonnés de ce parcours compte tenu de la qualité exceptionnelle de la banque que tu diriges. Avec Baudouin, Jean-Dominique Sénard. Jean-Dominique, c'est le financier qui, tout au long, a choisi l'industrie, tout au long de son parcours en entreprise, et qui est aujourd'hui le patron de Michelin, probablement l'une des plus renommées au monde auprès de toutes les populations de tous les pays des entreprises françaises. S'il y a une marque qui est toujours en top of mind, des questions spontanées de notoriété dans plus de 100 pays, c'est bien Michelin. Michelin, symbole du meilleur de l'industrie française. Avec Jean-Dominique, un de nos préférés à l'université d'été, Christophe. Moi, je ne sais plus comment te présenter, tellement on t'aime ici. Mais moi, je voudrais dire aussi qu'on aime ton entreprise. Et il est bon de rappeler que Total fait partie du top 10 des entreprises mondiales, au classement de Fortune, je crois, ou de Forbes peut-être. Et d'ailleurs, je crois que BNP Paribas aussi, si on prend les plus grandes entreprises au monde, Total et BNP font partie de ces toutes premières grandes entreprises mondiales. Et je terminerai évidemment par vous, Gerhard Schröder,
On est très heureux de vous accueillir ici. Alors, évidemment, il est juste de dire que s'il y a un programme que nous adorons, nous tous, ici, c'est le fameux agenda 2010 que vous avez mis en œuvre et que nous aimerions tellement copier-coller là, ici, maintenant, dans notre pays. Donc peut-être vous nous donnerez quelques recettes, quelques ingrédients. Vous avez été par 2 fois chancelier et à chaque fois, vous avez su combiner l'approche qui caractérise votre parti d'origine, le SPD, mais en même temps une compréhension de l'économie, des mécanismes de l'économie et du business qui est probablement à l'origine du succès de l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais en plus de ça, vous avez toujours été, comme d'autres, et notamment comme Romano Prodi, à la tête de l'engagement européen, et vous avez plusieurs fois tendu la main à la France pour aller plus loin dans la construction européenne. Et peut-être que la France n'a pas su, à cette occasion, saisir l'opportunité que vous lui offriez. Aujourd'hui, il me semble que c'est un des grands challenges, ne pas passer à côté des propositions des uns et des autres. Et il est vrai que nous sommes nombreux à penser que dans cette circonstance, la relation franco-allemande est clé. Mais pas simplement franco-allemande, et ce n'est pas pour rien que l'Italie est si bien représentée ici aujourd'hui. Nous allons vous donner la parole et nous sommes impatients de vous écouter et ensuite vous nous rejoindrez pour échanger avec nous tous. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Oui, up to you, up to you. Frau Vorsitzende. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je voudrais, j'attends un moment, je voudrais vous remercier très chaleureusement pour cette invitation. L'Europe, cela ne fait aucun doute, se trouve dans une situation difficile. Dans ce contexte, je souhaiterais plaider en faveur de la coopération franco-allemande. En effet, je suis convaincue que nous ne saurons dépasser la crise en Europe qu'à partir du moment où nos 2 pays et leurs représentants coopèrent de façon très étroite et en toute confiance. C'est la leçon que je tire de notre expérience passée. En effet, cette coopération existait entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, entre François Mitterrand et Helmut Kohl, entre Jacques Chirac et moi-même. Nous avons des intérêts communs, les Français et les Allemands, et je suis optimiste. Indépendamment des différences qui existent entre nous, cette coopération aura lieu également entre François Hollande et Angela Merkel. La coopération franco-allemande, l'amitié franco-allemande ne va pas forcément de soi, elle n'est pas une fin en soi. Il faut qu'elle fasse à chaque moment ses preuves, d'autant plus que nous avons à relever des défis uniques en Europe. Et nous pourrons relever ces défis qu'à partir du moment où la France et l'Allemagne coopèrent étroitement. Il s'agit aujourd'hui de sauver notre monnaie commune, de promouvoir l'intégration de l'Union européenne, d'exercer une influence sur la mondialisation, d'utiliser le potentiel offert par la mondialisation tout en atténuant ses inconvénients. Voici le défi que nous devons relever en Europe au cours de cette décennie. Qui saurait assumer ce rôle de direction si ce n'est la France et l'Allemagne en commun?
Il s'agit de jouer un rôle qui permet de lutter contre les clivages entre le Nord et le Sud, entre les pauvres et les riches, entre les donateurs et les récipiendaires. Il s'agit de diriger l'Europe de façon à ce qu'elle puisse gagner en cohésion et se développer. La division, les clivages, la rivalité, les envies, les haines sont les plus grands dangers pour l'Europe. Il suffit de jeter un regard sur l'histoire, et notamment sur l'histoire franco-allemande, nous permet de voir quelles sont les conséquences fatales de ce type d'évolution. Mesdames et messieurs, ce à quoi nous faisons face en Europe actuellement n'est pas une crise monétaire, mais une crise politique. Une telle crise peut être dépassée, elle doit être dépassée, et là est la responsabilité des responsables politiques actuels. L'histoire de l'Union européenne montre la chose suivante. Ce n'est qu'à partir du moment où la France et l'Allemagne coopèrent que nous pouvons résoudre les tâches auxquelles nous avons à faire face. En Europe et au-delà de l'Europe, une attention particulière est souvent accordée à l'Allemagne, car la puissance économique de notre pays nous confère une responsabilité particulière, une responsabilité pour l'Europe. Je sais aussi que le modèle allemand a joué un certain rôle en France au cours des discussions qui sont menées en France et notamment au cours de la campagne pour l'élection présidentielle. On s'est demandé en France quels sont les éléments de notre modèle politique qui pourraient peut-être inspirer la France. Mon avis est le suivant. On ne peut pas transposer un modèle. Chaque nation doit choisir sa voie. Je ne pense donc pas que le modèle allemand qui a fait ses preuves en Allemagne peut tout simplement être transposé dans un autre pays, car il existe des différences entre les pays en ce qui concerne les structures économiques, les paramètres démographiques, mais aussi l'expression politique. Mais une chose me semble importante. Nous ne pouvons pas nous permettre d'approfondir encore les divergences en Europe, les clivages qui existent entre nous. En d'autres termes, toutes les économies européennes doivent devenir plus compétitives que cela n'est le cas aujourd'hui. Les problèmes qui se posent à nous sont connus. Premièrement, le besoin de consolidation des finances publiques est énorme. Deuxièmement, la compétitivité de tous les pays européens doit être confortée car nous sommes rattrapés par les pays seuils. Et enfin, la pression démographique qui s'exerce sur nos systèmes de protection sociale continue à s'exercer. Il s'agit donc de réajuster en permanence nos systèmes de sécurité sociale pour permettre de les financer aussi pour les générations à venir. Voici pourquoi nous avons, il y a environ 10 ans, décidé en Allemagne de procéder à une modernisation très complète de nos structures économiques et sociales. À l'époque, l'Allemagne était considérée comme étant le grand malade de l'Europe. On en a parlé à maintes reprises dans les médias, notamment anglo-saxons. Aujourd'hui, l'Allemagne est guérie. Et ceci est dû, entre autres, aux réformes que nous avons initiées. Mais ceci est dû également au fait que nous avons une structure économique très forte en Allemagne, une
l'économie que nous avons su préserver une économie qui est caractérisée par une industrie forte et par un réseau de PME, ce que nous appelons le Mittelstand, particulièrement innovant et orienté vers les exportations. Et c'est ce qui explique pourquoi l'Allemagne, aujourd'hui, économiquement, s'en sort mieux que d'autres pays. Par exemple, il y a la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a très fortement misé sur les services financiers et qui a de facto désindustrialisé son économie. L'Allemagne, au contraire, a misé au cours des dernières années sur son industrie et sur ses PME. L'industrie contribue à concurrence de 24% au PIB en Allemagne. Aux États-Unis, ce ne sont que 16%. Il en va de même pour la Grande-Bretagne. Et en France, ce ne sont que 12%. Je dois le souligner. Et c'est une différence qui a contribué aux divergences qui se sont mises en place au cours des dernières années. La structure industrielle de l'Allemagne est un avantage dans le cadre de la mondialisation, un avantage qu'il nous faut conforter sans cesse. Par ailleurs, en Allemagne, la coopération entre les partenaires sociaux, donc entre les employeurs et les syndicats, a fait ses preuves. Les partenaires sociaux se sont montrés très responsables en s'accordant sur une progression souple et modérée des salaires au cours des dernières années. Cette coopération entre les partenaires sociaux a conduit aussi à mettre en place un système de compensation des salaires dans le cadre du travail à temps partiel. Ceci a permis de maintenir dans les entreprises des salariés qualifiés. Et c'est ce qui a permis aussi de relancer immédiatement la production et l'économie après la crise. C'est un avantage dont s'est dotée l'Allemagne, car nous avons réussi à maintenir dans nos entreprises nos salariés qualifiés. Et la compétitivité de l'économie allemande est déterminée aussi par notre politique de réforme. Nous avons rendu le marché du travail plus souple, nous avons réduit les impôts et surtout, au vu de l'évolution économique de notre pays, nous avons décidé d'augmenter l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Et c'est ainsi que nous avons pu libérer des moyens financiers que nous avons investis dans la recherche, dans la formation, aussi dans la garde des enfants. Je pense que nous pouvons être satisfaits des résultats. Nous avons atteint un taux de chômage structurel minimum en Allemagne de l'ordre de 2 millions. Le rapport de l'OCDE concernant l'Allemagne montre que cette évolution positive est notamment due à l'agenda 2010. Avec cet agenda 2010, nous avons pu prouver que l'Allemagne, qui longtemps avait été considérée comme étant non réformable, a su se transformer. Ce n'était pas seulement une réforme des marchés du travail, une réforme structurelle, ce fut également une réforme culturelle, prise de conscience. Nous pouvons tirer quelques leçons, mesdames et messieurs, de cette politique de réforme allemande. Je me contenterai de citer 2 exemples qui sont peut-être aussi d'importance pour votre pays. Premièrement, dans nos sociétés démocratiques, il existe toujours un décalage entre le moment où on adopte des réformes parfois douloureuses et les effets positifs de ces réformes.
Ce décalage peut durer 2, 3, voire 5 ans. Et ceci peut avoir des répercussions sur le choix démocratique de nos concitoyens. Et je sais de quoi je parle. Ceci signifie que lorsqu'on veut réellement transformer nos sociétés démocratiques, il faut, et c'est la leçon que j'en tire, avoir l'audace d'aller de l'avant. Et il faut aussi avoir le courage de considérer qu'il est plus important de réformer son pays que de se maintenir au pouvoir. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, cela ne signifie pas qu'on ne voudrait pas être réélu. Cela signifie qu'il faut être prêt à prendre le risque. Deuxième leçon que nous avons tirée de notre politique, les réformes structurelles peuvent conduire au succès lorsqu'elles sont accompagnées de croissance. La Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Italie et l'Espagne ont réalisé des progrès considérables. Mais la situation économique et politique dans ces pays montre que la rigueur seule ne permet pas de dépasser la crise. Au contraire, le risque est grand de voir étrangler les économies nationales par une politique de rigueur. Nous voyons cela en Grèce. Et ceci ne doit pas devenir une stratégie de l'Union européenne. Je fais partie de ceux qui disent que les réformes en Grèce et dans d'autres pays sont indispensables. Mais en même temps, je dis qu'il faut se donner du temps. Il faut donner du temps aux responsables élus démocratiquement en Grèce afin qu'ils puissent vraiment réaliser ce qu'on attend d'eux, car c'est vraiment une tâche extrêmement lourde. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Grèce a, au cours des 2 dernières années, procédé à des augmentations d'impôts et à des réductions de dépenses correspondant à 20% de sa capacité économique. 20% de sa capacité économique. Je ne connais aucun pays qui ait réussi à relever un tel défi. C'était indispensable, bien sûr, mais c'est vraiment un énorme défi. D'ici la fin de l'année 2014, cela doit correspondre à 30% de sa capacité économique. Ceci conduirait dans beaucoup de pays à la faillite, car ces restrictions doivent être portées par les sociétés, par les gouvernements. Ce sont des restrictions qui pèsent très lourd, qui engendrent de grandes souffrances humaines. Et ceci doit être pris en considération par la Troïka. Et lorsqu'on se pose la question, est-ce qu'il faut donner un peu plus de temps aux Grecs ou non? J'ai dit que la crise actuelle n'est pas une crise monétaire, mais une crise politique, car l'erreur fondamentale qui a été la nôtre était de procéder à une union monétaire sans accompagner cette union par une coordination de notre politique économique et financière. François Mitterrand et Helmut Kohl avaient 2 idées clés lorsqu'ils ont créé l'euro. Mitterrand voulait essentiellement endiguer la force économique de l'Allemagne et donc notre force politique. Mais cela ne pouvait pas fonctionner car l'Allemagne, en tant que nation exportatrice, a fortement profité de l'euro. L'erreur de Kohl consistait à penser que la monnaie commune allait obligatoirement entraîner dans son sillage l'union politique.
Or, nous n'avons pas été en mesure de réaliser l'union politique en Europe, donc la coordination économique et financière et politique. Et la crise a montré, a révélé cette faiblesse. Nous avons pris conscience de cet état de fait au cours des dernières années. Nous avons donc besoin, pour un euro fort et stable, la coordination de nos politiques financières et économiques et pas seulement ce que la BCE propose comme moyen actuellement. En effet, nous sommes en présence de deux conceptions très différentes de l'avenir de notre continent. D'une part, nous avons ceux qui souhaitent une union politique de l'Europe. C'est une conception qui était essentiellement représentée par la France, l'Allemagne et d'autres pays. De l'autre côté, nous trouvons ceux pour qui l'Europe n'est qu'un marché commun, un marché régi par des règles communes, mais dans lequel les processus politiques restent déterminés au niveau national. C'est une conception qui est défendue par la Grande-Bretagne et par la République tchèque. L'Europe doit trancher entre ces deux approches. Le véritable problème en Europe n'est pas la Grèce, mais tous ceux qui ne veulent pas d'union politique. Et je repense à la Grande-Bretagne. Or, nous avons besoin d'une union politique. Et cela signifie qu'il faut trancher. Nous devons être prêts à transposer au niveau européen nos compétences régaliennes dans le domaine de l'économie, des finances, de la politique intérieure, mais aussi dans la politique étrangère et de la sécurité. La Commission européenne doit devenir un gouvernement élu par le Parlement européen. Et pour ce faire, le Conseil européen doit renoncer aussi à certaines de ses prérogatives. Le Parlement européen, de son côté, doit disposer de davantage de prérogatives, doit être élu sur la base de listes pan-européennes et doit nommer elle-même les candidats au titre de président. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'une véritable fédération européenne. Je suis intimement convaincue qu'il nous faut davantage d'Europe. Davantage d'Europe pour permettre à l'Europe de faire face à la mondialisation. Les États-Unis sont en train de reconquérir leur puissance. L'Asie s'impose de plus en plus sous la direction de la Chine. Penser que dans un tel contexte, les États-nations peuvent s'imposer, que ce soit l'Allemagne ou un autre pays, qu'un État à lui tout seul a la chance de s'affirmer, de pouvoir exercer une influence, commet une erreur fondamentale. Si l'Europe doit avoir un avenir, doit avoir une chance, il faut qu'elle mise sur l'intégration, mise sur l'intégration de la Turquie en tant que pont vers le monde arabe. L'Europe doit miser sur une consolidation des relations avec la Russie, un pays qui dispose de l'énergie dont nous avons besoin pour nos économies. Voici ce dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui. Et voici ce que les responsables politiques et les citoyens doivent promouvoir. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup. Gerhard Schröder, vous avez dit que la crise aujourd'hui que nous traversions n'était pas une crise monétaire, ou pas seulement une crise monétaire, mais d'abord peut-être une crise politique. Donc, je voudrais demander à la grande politique qu'est Emma si elle partage ce point de vue et si effectivement le politique est le premier enjeu pour, dans un deuxième temps peut-être, résoudre l'économique. Si. Je pense pouvoir être assez brève parce que je partage en gros l'analyse de M. Schröder, notamment sur 3 propositions. La première, c'est surtout une crise politique avant même qu'une crise monétaire ou économique ou financière. Et en effet, si vous regardez, s'il y avait quelqu'un qui nous regarderait de la Lune, il verrait encore la région la plus riche au monde, l'Europe, la meilleure en termes de bien-être et de sécurité sociale, en termes d'instruction, en termes d'institutions, en termes de société ouverte, en termes même de parité homme-femme, même si là, franchement, il y a encore, disons, hein, mais bon, en gros. Par exemple, notre collègue ici à droite me faisait me remarquer que la Banque centrale, les 23 types qui sont là, ils pensent que seulement les hommes, ils sont... donc c'est une institution tout à fait... ils ne le pensent pas tous, mais ils le sont tous. Et donc, par exemple, il y a encore des choses à faire, disons. J'aimerais bien que les garçons de cette salle applaudissent bien aussi, entendu, hein, oui. pas que les femmes. Merci. Bon. Donc, on est, si on regardait de l'extérieur, on verrait la région, disons, encore la plus performante, pas seulement à niveau économique, mais à niveau social, à niveau démocratique, avec toutes les imperfections de la démocratie, qui en soi n'est pas un système parfait, mais améliorable. Par contre, comme nous-mêmes, nous Européens, nous ne voyons pas comme un ensemble, nous-mêmes, nous ne nous voyons pas comme un ensemble. Et donc, il reste qu'on se compare entre États-nations. Et évidemment, avec le monde comme il a heureusement évolué, une simple économie d'échelle fait que si nous voulons avoir un mot qui soit écouté à niveau mondial, c'est mieux de s'asseoir à table en tant qu'Europe et avec tout le respect, ça ne fait pas le poids, même pas de s'asseoir avec tout le respect en tant qu'Allemands ou en Italie, ils veulent s'asseoir en tant que padane, comme vous savez, ce qu'ils trouvent un peu farfelu. Mais le fait, c'est que devant les crises, déjà Popper nous disait, quand on fait, soit il y a une forte leadership qui va de l'avant, soit les gens auront plutôt tendance à se replier sur soi-même, à devenir de plus en plus, pas seulement nationaliste, mais même localiste, et à demander des solutions à son propre maire, par exemple, et donc des solutions locales, quand à niveau de monde global, ça, c'est pas possible. Donc, voilà. Disait M. Schröder, et je partage encore, M. Kohl pensait, on fait la monnaie unique, après la politique suivra. Malheureusement, la politique n'a pas suivi. Et ça, parce que ça nous plaise ou ça ne nous plaise pas, l'euro a été un tel succès que la défaillance politique n'a plus été perçue. Et nous avons été tous... La plus grande partie a été anesthétisée du fait que l'euro était un tel succès qu'il pouvait vivre à lui tout seul. Quand c'est évident que ça n'a jamais existé, nulle part dans l'histoire, nulle part au monde, une monnaie unique qui n'est pas un État, un trésor, un budget et un banque. Or, nous avons la monnaie unique et nous n'avons rien de tout le reste. Nous n'avons ni un trésor, ni une banque fédérale, ni un gouvernement. Oui, non, mais voilà, c'est une autre histoire. Et donc, voilà, à mon avis, et je termine sur ça avec 2 points pour être bref,
Je pense, c'est vrai, il y a un clivage, disons, entre ceux qui pensent à l'Europe seulement en tant que marché commun, on l'a toujours su, ils l'ont toujours dit d'ailleurs. De ce point de vue-là, ils ont été tous très, très transparents. Mais de l'autre côté, il y a d'autres qui ont toujours pensé à l'Europe, disons, plus qu'un marché. Et c'est entre nous, nous qui pensons à l'Europe politique, que nous devons à la fin nous clarifier qu'est-ce que c'est cette Europe politique dont tout le monde parle. Et c'est là que je pense que c'est aux leaders, pas seulement politiques, mais aussi entrepreneurs et tout, de faire l'effort de dire qu'est-ce que c'est cette Europe politique, de quoi tout le monde parle. Et à mon avis, le seul système institutionnel qu'à niveau mondial a fait ses épreuves et qui a été capable d'être performante dans les économies d'échelle qui sert, tout en préservant le maximum de subsidiarité et de différence, c'est l'institution fédérale. C'est le seul système que je connaisse, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Allemagne ou je ne sais pas où, qui a réussi à mettre ensemble seulement les politiques qui ont besoin d'une économie d'échelle pour être performantes. M. Schröder citait économie, finance, politique étrangère et défense, peut-être quelque chose en plus, mais bon, en gros, hein, mais le reste à niveau national. Parce que c'est vrai, nous sommes 27 pays, 27 langues, etc., 27 cultures, et ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit... on n'est pas en train de chercher d'être homogène, bien le contraire. La diversité fait notre force, à condition de mettre ensemble ce qui est important. Voilà pourquoi je prône pour un modèle fédéral. Si vous pensez aux États-Unis, ils ont même le code pénal différent État par État. Quelqu'un a la peine de mort, l'autre ne les a pas. Pour nous, c'est impensable, mais je le dis simplement pour souligner le niveau de subsidiarité. C'est un jargon que je déteste, mais pour me faire comprendre. Et on dit d'ailleurs, on ne peut pas avoir la démocratie en Europe, 27 langues, oh là là, ça dramatique et tout. Faites un tour en Inde. Et vous allez voir, par exemple, un grand continent qui a 37 langues et où le Premier ministre, il ne parle pas 37 langues. Hein? Mais ils se sont démerdés, ils ont réussi, disons, pour faire qu'ils se comprennent. Alors, on n'est pas plus crétin, finalement, hein? Donc, je veux bien, mais vous, les Français, sur les langues, vous êtes un peu spécial, hein, je dois dire. Donc, il faut aussi modérer un petit peu. Nous, les Italiens, on est obligés à connaître toutes les langues, sinon personne ne nous écoute. Et vous, il y a un peu de, disons, de modération à faire. Hein? Voilà, donc je termine pour dire ma dernière phrase. Donc c'est une Europe démocratique, avec un contrôle démocratique, et donc le Parlement, etc., les élections, les droits de l'homme. C'est une Europe fédérale, mais ce n'est pas le grand État-nation dont on parle, seulement ceux qui ne veulent pas, même pas réfléchir à tout ça. Et permettez-moi, je sais que je parle à un ensemble de chefs d'entreprise. Moi, personnellement, je suis plutôt libéral en politique. Je pense que la compétition est nécessaire au bon fonctionnement de notre économie et à la performance de nos entreprises. Donc ne le prenez pas comme une provocation, mais permettez-moi de vous dire qu'aussi on doit aborder de façon innovative et adéquate aux années 2000 la question aussi de l'Europe sociale. Je le dis exactement ici parce que je pense que certains économistes proposent par exemple un mécanisme d'assurance chômage européenne. Je me dis pourquoi pas complémentaire au mécanisme d'assurance chômage nationaux. Je le dis tout simplement parce qu'une question de l'Europe, c'est aussi d'avoir inventé un système de sécurité sociale qui a fait ses épreuves. Maintenant, peut-être c'est un peu inadéquat. Donc il faut être inventif aussi sur ça, mais il ne faut pas penser que ça n'existe pas. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Emma.
deux petites remarques sur le dernier point que tu as soulevé. Dans notre livre numérique Besoin d'air, nous allons exactement dans la... Ben voilà, et c'est pour ça que tu as évoqué ce point, puisque nous disons qu'il ne peut pas y avoir d'Europe économique s'il n'y a pas l'émergence d'une Europe sociale. Donc je crois que là, on partage vraiment ce que tu dis. Puis j'ajouterais aussi, parce que tu as dit avec tes mots et avec beaucoup de force que tous ensemble, eh bien, on était plus forts. Un petit rappel, il y avait les Jeux Olympiques il y a quelques semaines à Londres. Au tableau des médailles, si on avait additionné toutes les médailles des pays de l'Union européenne, évidemment l'Europe serait largement arrivée en tête avec 305 médailles contre seulement 104 aux États-Unis et 88 à la Chine. Voilà. Alors, on a bien compris que la priorité était peut-être aux politiques, mais au quotidien, on a vraiment le sentiment que c'est le monétaire qui est déterminant. Alors Benoît Cœuré, j'ai tout de suite envie de vous donner la parole pour que vous nous expliquiez la situation, que peut-être nous ne maîtrisons pas tous les jours, et puis peut-être que vous nous disiez, enfin non, je sais que vous n'allez pas le dire, mais je sais que vous avez une réunion très importante dans quelques jours, une réunion du Conseil de direction de la Banque Centrale Européenne. Vous la préparez comment, cette réunion? Qu'est-ce qui va en sortir? Pouvez nous donner des pistes? Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je dois bien mal la préparer puisque je devrais sans doute être à Francfort et pas à Paris aujourd'hui. D'abord, je tiens à confirmer que la BCE est bien une banque fédérale, pour vous rassurer. Et au risque de vous décevoir, je voudrais aussi rappeler que nous avons une règle à la BCE qui est que moins d'une semaine avant une réunion de politique monétaire, nous ne parlons pas de politique monétaire. Donc je vais vous parler de tout sauf de politique monétaire. Et vous en tirerez les conclusions que vous souhaitez. Non, on va juste changer les dates de la prochaine université d'été. Voilà. Donc, puisque je ne parlerai pas de politique monétaire, je vais vous parler de sujets d'un peu plus long terme. Je vais vous parler de l'avenir de l'euro, qui est un sujet qui intéresse la BCE pour toutes sortes de raisons, avec un certain nombre de réflexions assez simples, finalement. La première réflexion, c'est que nous avons besoin de l'euro et que l'euro est un élément absolument indissociable, indispensable de la construction européenne. Il n'y a pas d'Europe sans euro. Ce n'est pas à moi de vous convaincre ou de débattre des avantages économiques de l'euro. Vous êtes mieux placé que moi pour les discuter. L'avantage principal que je verrai dans ce monde qui est en mutation et où l'Europe court un risque fort de marginalisation économique face aux grands pays émergents, l'euro, c'est la garantie du grand marché unique, c'est le corollaire indispensable du grand marché unique, c'est ce qui fait que les entreprises européennes peuvent avoir une base arrière qui est le grand marché unique en Europe, et ça, sans euro, ça n'est pas possible. Donc pour moi, c'est la garantie de la survie à long terme de l'Europe parmi les grands acteurs de l'économie internationale. C'est comme ça que je présenterai les choses. Il y a d'autres manières de le dire, mais c'est comme ça que je le dirai. Alors, ne nous voilons pas la face, l'intégrité de l'euro aujourd'hui est menacée. On en voit les signes quotidiennement sur les marchés financiers notamment. Nous voyons une tendance de fragmentation des marchés de capitaux en Europe qui fait que l'argent ne circule plus d'Helsinki à Lisbonne, l'argent ne circule plus de Munich à Milan, c'est pourtant pas bien loin, mais ça ne circule pas. Et nous voyons les signes avancés d'un délitement du marché unique des capitaux en Europe, qui est pourtant la raison même pour laquelle nous avons fait l'euro. Donc il y a une sorte de paradoxe qui est que l'euro a été conçu, y compris politiquement, dans les discussions politiques, comme le corollaire de l'acte unique, c'est-à-dire du grand marché unique, et de la liberté de circulation des capitaux. Aujourd'hui, nous avons l'euro, mais nous n'avons de fait plus de liberté de circulation des capitaux, car le marché unique des capitaux ne fonctionne pas. C'est donc un problème grave. Le plus grand risque pour l'euro, de mon point de vue, ça n'est pas la spéculation financière, je vais peut-être vous surprendre. Le plus grand risque pour l'euro, c'est le manque de confiance dans l'euro. On pourrait presque paraphraser Roosevelt, dire que la plus grande peur pour l'euro, c'est la peur elle-même, c'est le manque de confiance dans l'euro. Le manque de confiance au quotidien des entreprises ou des banques qui ne prêtent plus au sein de l'Europe. Je pense qu'il est très important que les banques continuent à prêter, y compris au-delà de leurs frontières, et il faut, je dis ça pour rassurer Baudouin, ça n'est pas une critique du secteur bancaire, il faut que les actionnaires des banques
laisse les banques prêter aussi au-delà de leurs frontières. Il faut que ce grand marché unique puisse continuer à fonctionner. Et il faut aussi que les politiques eux-mêmes aient confiance dans l'avenir de l'euro et fassent preuve de résolution pour poser les bases assurant un avenir stable à l'euro. Alors, quelles sont ces bases ? Ça a été largement dit, d'une certaine manière, par le chancelier Schröder et par Madame Bonino, donc je ne vais pas revenir sur le détail. Les garanties de l'avenir de l'euro, c'est le renforcement des fondements économiques et politiques de la monnaie unique. On peut décliner ça de manière plus technique. Quels sont ces fondements économiques de la monnaie unique? C'est la responsabilité budgétaire. Je n'ai pas peur de commencer par là, car je pense que c'est essentiel. Donc c'est le retour vers l'équilibre des finances publiques et là c'est plus politique, les bases progressives de quelque chose qui ressemblera à une union budgétaire, qui n'aura pas forcément à être similaire à l'union budgétaire américaine, parce que tous les pays sont différents, mais il faut plus de solidarité, mais aussi de contrôle conjoint des finances publiques des États membres, et c'est ça qui permettra un jour d'émettre des eurobonds et d'avoir un grand marché unique des obligations. Mais pour ça, il faut d'abord passer par cette phase politique qui est jeter les bases de l'union budgétaire. Il faut aussi une union bancaire. Alors ça vient, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que ça vient vite. La Commission européenne en jettera les bases le 12 septembre, lorsqu'elle fera ses propositions pour un contrôle central et intégré des banques européennes. C'est pour moi essentiel parce que c'est un facteur de confiance dans la solidité du secteur bancaire européen et donc ça aidera les banques européennes à continuer à prêter et même si possible à prêter plus aux entreprises et aux ménages. On a besoin de l'union bancaire pour que les banques prêtent et prêtent plus aux entreprises et aux ménages. Et puis c'est aussi l'union économique, et ça a été dit également, tout ce qui permet de renforcer le marché unique, tout ce qui permet de renforcer la mobilité au sein du marché unique. Madame Bonino a jeté dans la discussion cette idée d'une assurance chômage unique en Europe. Ça me semble une bonne idée si ça permet d'assurer la mobilité des travailleurs en Europe. C'est un facteur de renforcement du marché unique et c'est en soi un des fondements de la stabilité monétaire et de la stabilité financière. Le marché unique, c'est un des fondements de la stabilité monétaire. Et comme disait un ministre des Finances français, le baron Louis, tout le monde a cette phrase en tête, faites-moi des bonnes politiques et je vous ferai de la bonne finance. Je pense que c'est un slogan que la BCE pourrait reprendre à son compte. J'ajouterai un dernier point sur le volet économique, qui est peut-être plus local. Dans cette perspective, il y a une dynamique d'intégration, mais il y a aussi une responsabilité nationale. Et c'est chaque pays, chaque gouvernement qui a la responsabilité de corriger les déséquilibres, à commencer par les déséquilibres de compétitivité. Et donc il y a une responsabilité nationale en même temps que cette dynamique d'intégration européenne. Ça me paraît très important. Alors, vous allez me dire que fait la BCE? Je n'ai toujours pas parlé de la BCE. Que fait la BCE dans cette dynamique d'intégration et cette dynamique de renforcement de l'euro? Nous l'avons dit à plusieurs reprises, le président Draghi l'a dit et je peux le répéter aujourd'hui, la BCE fera tout ce qui est dans son possible, dans le cadre de son mandat, pour préserver l'intégrité de l'euro. Ça peut signifier plusieurs choses. Par exemple, nous avons pris des décisions de politique monétaire qui visent à soutenir l'économie européenne et donc à limiter les risques sur la stabilité des prix. Nous en avons donné la preuve concrètement. Nous étudierons toutes les voies pour que la liquidité créée par la BCE parvienne aux entreprises et aux ménages. Je sais combien c'est important pour les entreprises que la liquidité créée par la BCE, qui passe par les banques, parvienne in fine aux entreprises et aux ménages. Je pense que l'union bancaire peut y contribuer, mais s'il y a d'autres voies, nous sommes prêts à les étudier, et je sais que c'est important. Et comme nous l'avons indiqué au début de ce mois, à la réunion du début du mois d'août, nous travaillons à la possibilité d'intervention sur le marché obligataire, vous y avez fait référence, sur le compartiment de court terme du marché obligataire, qui seront assortis naturellement d'une stricte conditionnalité, de mon point de vue, de préférence sous la forme d'une demande d'accès des pays concernés au programme de soutien de l'EFSF et de l'ESM sur le marché primaire. Donc soutien, stabilisation, mais aussi conditionnalité, car c'est un gage du succès et de la pérennité de cette politique. Dans cette démarche, nous conservons nos fondamentaux. Quels sont les fondamentaux de la BCE? Il y en a 3. La BCE continuera à défendre la stabilité des prix. Ça n'est pas un danger immédiat, mais c'est notre mandat et ça restera toujours important pour nous. Tout doit s'inscrire dans cette perspective. Deuxième fondamental, la BCE défendra toujours son indépendance. Je dis ça pour les
les politiques qui sont présents à cette table. C'est aussi une condition de notre efficacité. Et troisièmement, la BCE agira toujours dans le cadre de son mandat. Donc tout ce que j'ai décrit rentre dans le cadre du mandat de la BCE, mais nous ne dévierons pas du mandat qui nous a été fixé. Merci. Merci beaucoup. Je trouve que votre sérénité est tout à fait rassurante. Donc je pense qu'on a un petit peu moins peur, là, à partir de maintenant. Mais peut-être on peut d'emblée se tourner vers Baudouin, puisque Benoît a évoqué la fragmentation des marchés de capitaux et évoqué toutes les conséquences néfastes que cela peut avoir. Est-ce que tu peux nous dire ta vision de la situation et aussi ta vision peut-être de l'avenir ? Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin de, clairement, plus d'Europe. Il faut plus d'Europe, c'est d'abord le fait que chacun des États mène une politique individuelle de finances publiques sérieuse. Comme l'a dit tout à l'heure Emma Bonino, on a l'euphorie de l'euro il y a quelques années a conduit un certain nombre d'États à penser qu'on pouvait s'endetter. Là, on est complètement revenu aux réalités. Et donc, il faut des disciplines individuelles au niveau des États. Bon, c'est l'union budgétaire. La deuxième chose qui est essentielle, c'est que il faut, à mon avis, que ces politiques au niveau des États confortent aussi l'attractivité des entreprises. Moi, je veux dire, c'est pas parce qu'on est à l'université du MEDEF, mais je crois que en matière d'emploi, en matière d'exportation, il n'y a qu'une solution qui passe par la création et le développement des entreprises. Et il est absolument essentiel que, individuellement dans les États et collectivement au niveau de l'Europe, on prenne des mesures plus favorables aux entreprises. Je crois que l'agenda 2000 que Gerhard Schröder a pris en Allemagne était une initiative formidable. Nous avons absolument besoin, au niveau français, au niveau européen, que davantage soit fait pour que le souffle et le dynamisme des entreprises se libèrent mieux. Je dois dire que, comme président de BNP Paribas, je vais tout le temps en province sur le terrain. Je suis absolument admiratif de la façon dont les chefs d'entreprise actuellement en France, dans une conjoncture très difficile, se battent pour obtenir des marchés, pour innover, pour exporter. Mais je crois qu'il faut davantage les aider, il faut davantage les encourager et il faut prendre des mesures plus favorables aux entreprises. Je crois que ce message-là est un message important et qu'il n'y aura pas, disons, d'avenir de l'euro sans que la compétitivité et l'attractivité de la zone soient renforcées. Donc ça, c'est un message très, très important. En ce qui concerne les aspects plus purement bancaires, je dirais que nous, chez BNP Paribas, nous accordons l'essentiel de notre énergie pour financer les entreprises, à la fois d'ailleurs par le crédit bancaire et par les marchés. On peut noter que cet été, il y a eu un certain mieux sur les marchés et qu'il y a eu beaucoup d'émissions obligataires faites par des entreprises. On peut noter aussi que le crédit aux entreprises en France évolue autour de 2 à 3%. C'est de loin le meilleur chiffre de la zone euro. Donc pour le moment, les banques françaises sont fidèles à leur mission de financer l'économie et les entreprises. Je crois que nous ne sommes pas du tout sortis d'affaires. Je crois qu'il faut vraiment qu'on continue à œuvrer dans le même sens. Je crois que l'union bancaire dont a parlé Benoît Cœuré est une initiative importante. Nous sommes chez BNP Paribas très favorables à ce que là aussi on passe au niveau européen, on passe au niveau de la Banque Centrale Européenne, le suivi des 6 000 banques de la zone euro. Il n'est plus normal, on en voit les problèmes qu'on a avec les caisses d'épargne en Espagne, il n'est pas normal que la supervision bancaire reste locale. Je crois qu'à partir du moment où on a une monnaie unique, il faut passer à une supervision bancaire qui soit unique. Voilà. Donc je pense qu'on a un travail important à faire au niveau de la Commission, au niveau des États. Je crois que la ratification du traité budgétaire est importante et urgente. Mais je voudrais redire que vraiment la solution passe beaucoup par l'activité, le dynamisme et la créativité des entreprises. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on n'a sûrement pas fait assez pour rendre disons, la création d'entreprises et pour faciliter la vie des entreprises dans ce contexte européen. Voilà. Merci beaucoup, Baudouin.
Benoît Cœuré disait tout à l'heure que le plus grand danger pour l'euro, c'était la peur. Il y a eu des moments quand même ces 2 dernières années où on a eu peur. Honnêtement, on a passé un meilleur été 2012 que l'été 2011. Est-ce que tu penses qu'on a surmonté le pire et que les choses ne peuvent que même chaotiquement s'améliorer, ou est-ce qu'il y a encore de très grands dangers devant nous? Non, je pense simplement que la mise en œuvre des nouvelles disciplines budgétaires, la mise en œuvre de l'union bancaire, enfin tout ce qui a été annoncé, beaucoup de choses ont été annoncées, notamment au sommet du 28 et 29 juin. Tout ce qui a été annoncé, maintenant, il faut, les Américains appellent ça to deliver, il faut maintenant livrer, il faut réaliser. Et donc, il n'y a pas du tout de période, il n'y a pas de salut, si je puis dire, hors d'une action déterminée, individuelle et collective de chacun des États de l'Union européenne et l'Union européenne dans son ensemble. Donc je crois que si nous voulons continuer à conjurer le danger, il faut qu'en septembre, en octobre, enfin dans tous les prochains mois, tout ce qui a été convenu, à la fois au point de vue des disciplines budgétaires, des retours en ordre des finances publiques, il faut aussi davantage de mesures, il faut davantage de mesures pour l'attractivité et la compétitivité européenne, il faut davantage de mesures, à mon avis, en termes aussi de flexibilité du marché du travail. Je crois que dans ces domaines-là, nous n'avons pas terminé, il faut continuer à œuvrer, il faut en faire davantage. Donc je crois que le moment n'est pas du tout venu de si je puis dire, de se reposer sur de quelconques lauriers, il faut absolument continuer à œuvrer, au contraire d'arrache-pied, au plan individuel et au plan collectif. Voilà. Merci beaucoup. Œuvrer pour l'industrie, œuvrer pour l'entreprise, œuvrer pour l'industrie et œuvrer pour la compétitivité. Jean-Dominique, je pense que c'est aussi votre axe, votre conviction. Merci Laurence. Dieu sait si Michelin est européen. Nous sommes présents bien sûr dans tous les pays d'Europe. Parfois même il y a quelques années, on nous avait reproché de l'être trop. Pour dire franchement, la conviction que nous portons, c'est que c'est bien ici et dans nos bases d'origine que va se jouer une grande partie de l'avenir. Cette situation un peu privilégiée en Europe m'autorise, en tant que représentant de Michelin, à vous faire part de quelques convictions concernant notamment les entreprises françaises et ce qu'il conviendrait de faire ou d'imaginer pour qu'elles puissent vivre dans une Europe intégrée le rang qu'elles méritent et l'ambiance là aussi qu'elle mérite. Et je crois qu'il va falloir faire preuve d'audace. Et la première audace, c'est de regarder les choses en face et de se dire qu'en France aujourd'hui, il y a un déficit d'image et de connaissance entre l'opinion publique en général, le monde politique et l'entreprise. Et que ce déficit est peut-être une spécificité française en Europe, que je constate chaque fois que je voyage, et je voyage beaucoup, en Europe en particulier. Il y a quelque chose qu'il faut changer ici et qu'il faut changer vite. Voyez-vous, il y a une sorte de paradoxe qui fait qu'aujourd'hui, nos entreprises, notamment les françaises, petites ou grandes, se battent pour gagner des marchés, pour innover, pour conserver des emplois. Et quand je parle d'innovation, je sais de quoi je parle. L'entreprise que je représente a mis l'innovation au cœur de son activité. C'est au moment où les entreprises portent sur elles de plus en plus de charges sociétales, où elles doivent prendre en compte non seulement les questions environnementales, mais le bien-être des personnes qui y travaillent, leur formation pour leur développement, j'en passe. C'est au moment où les entreprises qui se développent à l'international deviennent de plus en plus des cadres de référence pour ceux qui les rejoignent. Et certaines d'entre elles, dont celle dont je m'occupe, est fière de porter des valeurs à travers le monde, à travers lesquelles tout le monde se retrouve. C'est à ce moment-là qu'en France, nous avons connu le plus de critiques, où les entreprises ont été les plus décriées. Faisons face à la réalité, ce ne sont pas les propos qui ont été tenus pendant la campagne électorale et peut-être un petit peu après qui ont arrangé les choses. Il faut savoir que lorsqu'on parle à partir d'une position d'autorité, cela marque les esprits et les équipes de Michelin ont été frappées parfois de voir à quel point leur environnement général ne comprenait pas le fond de leur travail. Il faut faire attention aux Il faut faire attention au découragement quand certains se lèvent le matin en doutant du bien fondé de leur activité quotidienne. Il y a un grand risque. Cette exception française, il faut en sortir, il va falloir tous s'y mettre.
Et je crois que la deuxième audace dont je voudrais vous parler, c'est celle de dire que maintenant il faut s'engager, notamment en France, pour faire en sorte que ce désamour se transforme en adhésion. Oui, il va falloir, tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient entrepreneurs ou non, faire acte de pédagogie. Il va falloir insister sur ce que nous savons tous, qu'il n'y a pas d'économie prospère sans les entreprises, et en particulier les entreprises industrielles. Il va falloir expliquer que le rôle de nos entreprises, notamment industrielles, dans le déficit ou l'excédent de la balance commerciale est primordial, avec toutes les vertus qui s'ensuivent. Il faut expliquer que nous sommes créateurs d'emplois, directement ou indirectement. Et il faut le dire, bien sûr, en considérant que cela peut se faire si on a une atmosphère générale et un cadre qui permet de se déployer en harmonie. Il va falloir dire que les restructurations qui ont parfois provoqué des déficits d'image, qui ont eu lieu en Europe comme en France ces dernières années, étaient nécessaires, mais que ça n'avait jamais été par plaisir. Il n'y a rien de plus dur. Il n'y a rien de plus dur pour un chef d'entreprise que d'annoncer une restructuration. On sait, comme tout le monde, les conséquences que cela a pour les gens concernés. Simplement, c'était nécessaire. Nos entreprises ont toutes fait face ces dernières années à la croissance de nouvelles entreprises dans le monde qui n'avaient pas les contraintes que nous avions et qui surfaient sur des marchés extraordinairement porteurs. Il a bien fallu s'adapter. Et cette question de la compétitivité est permanente. Dans nos entreprises aujourd'hui, on le sait très bien, c'est la vie quotidienne et on n'imagine pas autre chose. Il va falloir, de ce point de vue-là, parler ferme. Alors bien sûr, il va falloir parler du coût du travail. Lorsqu'on se compare en Europe, il y a toutes sortes de comparaisons qui paraissent, et vous le savez, elles ne sont pas toujours à l'avantage de la France. On ne fera pas l'économie d'un travail sur le coût du travail. Mais il faut parler aussi d'autre chose. Il faut parler de stabilité. Il est fondamental pour nos entreprises que nous connaissions sur les années qui viennent et de longues années une forte stabilité de notre environnement législatif, réglementaire et fiscal. Il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation en Europe et en France. Et j'en veux pour preuve des pays qui, pendant longtemps, ont douté de leur industrie, l'ont même parfois un peu abandonnée. Je pense aux États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui sont en train de retrouver les vertus des entreprises et de l'industrie, et qui font tout pour accueillir les nouvelles implantations. Si nous avons pris, nous, la décision, et c'est la première fois depuis 35 ans, de construire une usine neuve en Amérique du Nord, ce n'est pas tellement pour le problème du coût du travail. Nous savons tous aux États-Unis qu'il est plus élevé qu'en Europe. Mais c'est tout le reste qui l'a emporté. Et l'accueil, et l'environnement, et l'atmosphère, et le fait que l'on considère les entreprises comme pourvoyeuses d'emplois et bonnes pour l'économie générale. Je rêve de pouvoir faire la même chose en France. Alors, il faudra aussi parler d'une exception française en Europe qui doit être traitée et le plus rapidement possible. C'est celle qui caractérise notre dialogue social. Alors oui, bien sûr, il y a eu des progrès de fait. Oui, il y a des accords qui se signent dans les entreprises. Oui, il y a des accords de méthode qui se mettent en place, le cas échéant. Oui, bien sûr, mais il faut aller plus loin. Je voudrais vous faire part de ma conviction que le moment est venu de passer une étape dans l'approfondissement de la qualité de la relation et du dialogue social en France. Je le dis d'autant plus volontiers que, je dirais, la conjoncture nous amène à comprendre tous qu'il faut s'adapter de plus en plus vite. Les marchés sont de plus en plus volatiles. On doit être réactif. Comment le faire lorsque notre dispositif législatif et réglementaire en France, comparé à ceux des autres en Europe, ne nous permet pas la flexibilité nécessaire et transforme les débuts de dialogues sociaux en espèce de virtualité qui cherche à contourner les obstacles réglementaires pour essayer d'aller le plus vite possible dans une situation qui est parfois extraordinairement difficile et parfois qui est judiciarisée.
Pour faire clair, il faut en France que nous revoyions d'urgence toutes les dispositions législatives qui organisent le processus de consultation, négociation, information je dirais des syndicats en France lorsqu'il y a une adaptation nécessaire. Je voudrais dire, Laurence, que c'est possible. En Europe, précisément, tournons-nous vers l'Allemagne. Et Monsieur Schröder, permettez-moi de vous dire ici l'admiration que je porte pour ce qui a été fait dans ce pays, et en particulier pour votre action personnelle. C'est possible en Allemagne, Michelin a des usines en Allemagne, et nous le vivons tous les jours. Il faut quand même reconnaître que l'article 9 de la loi fondamentale allemande, qui donne le monopole aux partenaires sociaux des discussions, non seulement sur les conditions de travail, mais sur les rémunérations, associé à la cogestion, qui est quelque chose d'extraordinairement spécial en Allemagne, mais qui devrait nous inspirer un tout petit peu. Cette fameuse cogestion qui fait que les représentants syndicaux et du personnel sont associés d'une certaine manière à l'analyse de la stratégie et prennent des décisions en commun. Bien sûr, on ne pourra pas faire pareil. Nous ne sommes pas allemands, les Allemands ne sont pas français, mais je rêve que nous nous en inspirions. J'ai moi-même vécu en Allemagne, membre d'un board, et vécu ce que cela voulait dire. Ah bien sûr, tout n'est pas consensuel. Il y a du décibel dans l'air, croyez-moi, dans les débats en Allemagne. Mais quelle force, lorsque tout le monde est d'accord et tout le monde comprend qu'il faut anticiper et que pour anticiper, il faut en parler avant et traiter le sujet. Arrêtons ces drames médiatiques systématiques qu'on nous accoutume en permanence et qui ne servent à rien qu'à dégrader l'image des entreprises en France. Il faut pouvoir anticiper, je vous le dis, et la meilleure façon de le faire, c'est la recommandation que je vous faisais tout à l'heure. Alors je voudrais aussi, pour finir, peut-être vous dire qu'il faut faire les choses ensemble. J'ai entendu très récemment, des autorités politiques dire qu'il faut travailler ensemble. Mon Dieu, je voudrais juste vous témoigner d'un exemple, et pardonnez-moi, il est encore allemand. J'étais l'autre jour à l'Assemblée générale de l'ADAC, qui est l'association automobile allemande, et excusez du peu, elle a 18 millions de membres. Eh bien, j'étais un des rares non-français non-allemands, pardonnez-moi, dans la salle. Et je peux vous dire que le spectacle auquel j'ai assisté était saisissant, j'en suis pas encore tout à fait remis. Sur la scène, toute l'industrie automobile allemande, les constructeurs, les équipementiers et une grande partie des ministres fédéraux et régionaux, l'ensemble des acteurs qui célébraient d'un commun accord le succès de l'industrie automobile allemande dans le monde, croyez-moi, ça vous marque. Et quand je suis rentré en France, je me suis pris à rêver. C'est possible. Il faut faire les choses ensemble. Et puisque de temps en temps, il faut être concret, permettez-moi de suggérer qu'en France, on revienne enfin à une idée qui a germé de temps en temps, mais qui a été systématiquement abandonnée, et qui fait qu'on facilite la vie des salariés, employés des entreprises privées pour participer à la vie de l'administration et vice-versa, et qu'ils puissent s'engager dans la vie politique avec le confort que connaissent aujourd'hui nos collègues du secteur public. Ça serait bien, ça serait une formidable osmose. Et s'il faut parler de statut de l'élu, parlons de statut de l'élu, ça m'est bien égal, mais il faut arriver au résultat que tout le monde participe et échange leur propre vie. On s'en sortira bien mieux. C'est à ces conditions-là, Laurence, que je crois que les entreprises françaises se porteront mieux en Europe dans les années qui viennent. Enfin, permettez-moi de conclure. Il faut qu'on conclue, Jean-Dominique. Qu'on conclue. Même si on est enthousiaste derrière excusez toi, la passion, mais en 2 mots, je vous dirais que vous n'avez pas à douter de la conviction européenne de Michelin ni de moi-même. Vous pouvez être certain que si une initiative politique majeure conduisant à un certain fédéralisme, faisons comme des entreprises, commençons par un pilote, si 5 ou 6 pays d'Europe se réunissent pour faire en sorte que leur budget soit enfin coordonné, faisons en sorte que ça vienne vite. La simple idée de le dire va provoquer un retour de la confiance en Europe. Je suis absolument persuadé qu'il n'y a pas de fatalité à ce que l'Europe connaisse une économie moindre que les autres. Elle a besoin de confiance et ça passe par là. Laurence, pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Bravo Jean-Dominique. Bravo.
Christophe. Eh ben, là, Christophe, Jean-Dominique a mis la barre un peu haut. Enfin, pas pour toi, ça j'en suis sûre. Mais évidemment, on est très enthousiaste devant l'élan donné par Jean-Dominique et convaincu, comme lui, sur tous les points qu'il a indiqués. Dans les enjeux de compétitivité, nous savons tous à quel point l'énergie est cruciale. Peut-être qu'il nous manque une Europe de l'énergie, non? Peut-être que Total peut prendre un leadership de ce point de vue-là? On lui souhaite. Bien. D'abord, bonjour à toutes et à tous et Guten Tag. Buongiorno. Voilà, j'ai terminé avec la traduction simultanée, mais c'est pour dire qu'on peut aussi parler, nous aussi, une autre langue, la preuve. Maintenant, ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Je voudrais juste, d'abord, juste passer un petit message personnel. Je fais toujours ça au MEDEF tous les ans, parce qu'il n'y a personne, donc j'en profite. Moi aussi, je t'aime, Laurence. Mais c'est entre nous. J'espère que les caméras ont bien saisi ce moment C'est absolument important. entre nous. Et puis, enfin, Jean-Dominique, que j'adore, parce que tout le monde sait que c'est d'abord un ami, mais qu'il a été très longuement formé chez Total. Vous en voyez le résultat. Parce que malheureusement, sur tout ce qu'il a dit, je suis bien d'accord, mais je vais être un petit peu quand même critique, non pas vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de nous-mêmes, et de couvrir en même temps la question que Laurence m'a bien évidemment posée. Et de revenir un peu justement à l'entreprise, mais à l'entreprise vis-à-vis d'elle-même, et de temps en temps aussi qui ne sait pas toujours se confronter à ses propres contradictions. Il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas tout attendre des autres, que le modèle allemand il est bien, mais qu'il y en a d'autres, et que l'Allemagne est un pays parmi beaucoup d'autres, même si j'ai beaucoup de respect pour Gerhardt, même s'il ne travaille pas sur le bon projet en Russie, mais ça c'est pas grave, il va comprendre ça pendant le déjeuner. Mais clairement, nous sommes, nous les patrons, d'abord un petit peu responsables. On dit toujours, et c'est pour ça que j'adore ce thème d'aujourd'hui, qui est vraiment un de mes préférés, qui est « Joignons nos forces, travaillons ensemble, solidarité », c'est important. Ben, les patrons, de temps en temps, ne le font pas. De temps en temps, c'est des guerres d'ego, c'est des guerres de pouvoir, et c'est pas bien. Et il faut que ça s'arrête. Et si on veut être crédible aujourd'hui dans un monde changeant, où il y a beaucoup de débats sur l'argent, sur les riches, surtout, sur l'entreprise, sur le capital, je suis d'accord avec toi, Jean-Dominique, il faut expliquer, il faut être dans une certaine forme de démagogie pédagogique, mais pour ça, il faut vraiment pouvoir démontrer qu'on est, nous, parfaits. Je prends le cadre de nos relations AFEP-MEDEF. Pour ceux qui ne savent pas, l'Association française des entreprises privées. Le MEDEF, je ne vais pas le traduire. Eh bien, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense que dans les sujets qu'il y a en ce moment, les débats, les questions qui sont posées par un nouveau gouvernement, eh bien, il faut qu'on soit complètement unis. Pas forcément d'accord sur tout, mais unis. D'abord, la preuve, nous, on est à la fois au MEDEF et à l'AFEP. Je ne peux pas être différent d'un côté et de l'autre. Or, quand j'entends de temps en temps, j'ai l'impression d'être différent. Alors, il va falloir que je me rassemble. Mais pas l'AFEP et le MEDEF, ce n'est pas eux que je conteste. Ce sont les patrons. Les patrons qui veulent prendre des positions de temps en temps, qui sont on va faire ci, on va faire ça. Il y en a qui considèrent encore que la politique c'est leur métier. La politique c'est pas notre métier. Nous sommes responsables d'entreprises où il y a des gens qui ont voté à gauche, des autres à droite. Et nous on est là pour défendre les intérêts de nos sociétés et pas prendre de parti. Et surtout pas en ce moment. Donc il y a un moment justement où il faut donner la possibilité à tout le monde d'avancer et avant de critiquer, de commencer à voir si ça peut bouger. Il y a eu des premiers débats, j'y reviendrai tout à l'heure, entre les entreprises et le gouvernement. Pour l'instant, je dirais qu'on a été écouté. Je ne suis pas encore sûr qu'on a été entendu, mais au moins j'attendrai de savoir avant de dire que ça ne va pas. Parce que c'est comme ça qu'on respecte effectivement la démocratie, comme en Allemagne et comme ailleurs. Donc les patrons doivent, à mon avis, encore faire un petit effort
à commencer par moi. Et je vais prendre une petite anecdote, si tu me permets, Laurence, qui va toucher Jean-Dominique, mais c'est tout à fait par hasard, je l'ai prévenu avant. Et au contraire, c'est un bon signe justement de comment on peut travailler intelligemment ensemble. Ils avaient fait une campagne de publicité, Michelin, fort sympathique, et d'ailleurs au passage j'ai découvert ensuite que c'était avec une agence sœur de l'agence qui travaille pour Total, ça c'est un peu surprenant. Et il y avait, je vais vous la faire courte, le bonhomme Michelin, bien gonflé, qui envoie un pneu, donc c'est dans le cadre des économies d'énergie, et qui envoie un pneu comme une espèce de, je sais pas, de truc qui coupe la tête, et ça coupe la tête d'une station-service avec une pompe qui ressemblait étrangement à une pompe Total. Pourquoi je dis ça? Parce que la couleur était effectivement aux couleurs rouges de Total. Alors, deux actions à ça, j'appelle Jean-Dominique, qui me dit très honnêtement, ça ne m'avait pas frappé, je suis désolé. Deuxièmement, tu as raison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas changé la campagne, c'était pas possible. Mais on a retiré le rouge de la station et ça changeait tout. Et vraiment, voilà comment on peut faire, vraiment, ça a l'air anecdotique, mais il faut avoir ce genre de réaction, il ne faut pas avoir peur de téléphoner, il ne faut pas s'engueuler, on ne s'est pas engueulé, je lui dis simplement, tu n'as probablement pas vu. Maintenant, nous aussi, d'un autre côté, on va probablement changer un peu les couleurs, parce que visiblement, elles sont un peu agressives, elles agacent, alors on va passer plus au rose MEDEF. Fuchsia. Ça calme les Fuchsia. esprits. Bien. Deuxièmement, toujours dans le même esprit de ce qu'on peut faire mieux, c'est clairement, et ça Jean-Dominique, tu en as parfaitement parlé, relation entre ce que j'appelle la société civile et l'entreprise, ou maintenant ce qu'on appelle les parties prenantes. Bien, les parties prenantes, il y en a d'ailleurs beaucoup ici, tu as parlé des journalistes, etc. C'est vrai que si on veut être meilleur aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se faire mieux comprendre. Et c'est vrai que je partage aussi ton agacement, voire plus, sur le fait de dire qu'il faut toujours aller un peu se justifier, je refuse de dire se défendre. Je crois qu'on a mieux à faire que faire ça, mais là aussi ça fait partie d'un système, et j'y reviendrai en conclusion, il faut aussi qu'on parle plus. Parce que quand on parle plus, on est mieux compris. Je sais qu'il faut répéter tout le temps la même chose et que c'est très fatigant, que probablement, parce que je vois quelques amis de la presse là-bas dont je ne nommerai pas un vieil ami qui vient de l'autre côté de la Méditerranée par origine, eh bien effectivement, il faut que je lui répète 15 fois la même chose. Et il me repose toujours la même question, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est important. Il ne le fait pas méchamment d'abord, et c'est mon métier. Et ça, il faut bien le savoir, il faut répéter tout le temps les choses. Ne croyez pas que parce que vous l'avez dit une fois, c'est un message pour tous, que vous serez compris. Même si ça peut paraître idiot, c'est pas inutile. Faites-le, croyez-moi, ça fonctionne. Mais quand même, d'un autre côté, et je ne vais pas répéter, Jean-Dominique, tu l'as dit parfaitement, bien, pour être ensemble, il faut être deux, comme dirait la palisse, et comme l'union fait la force, bien, on ne peut pas la faire simplement entre entreprises, il faut vraiment que ça soit un peu plus collectif, il faut aussi que ça soit entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Je l'ai toujours dit, Total le fait, je sais qu'il y en a beaucoup ici qui me reprochent même de ne pas en parler suffisamment souvent. Total Développement Régional, ça fonctionne. C'est la seule publicité que je ferai pour Total, parce qu'elle a toujours un petit inconvénient, c'est qu'en sortant d'ici, j'ai 15 000 demandes d'aide, mais effectivement, on a à peu près traité au moins 15 000 entreprises. Quand je dis traiter, ça veut dire aider 15 000 entreprises durant ces dernières années, des PME, parce que c'est elles qui ont besoin d'être aidées, et il faut continuer. L'Europe, j'ai entendu deux passionnés de l'Europe, et je partage totalement leur avis. Donc déjà, ça m'évite d'avoir à répéter la même chose. Mais juste quand même, toujours pour travaillons ensemble et soyons solidaires, et l'union fait la force, je vais reprendre l'exemple de l'euro. L'euro, tout le monde est d'accord, en tout cas moi je suis d'accord, l'euro c'est indispensable. Nos entreprises ne peuvent pas s'en passer. Simplement, elles aiment bien l'euro quand l'euro va dans le sens qui les intéresse. Alors les importateurs, ils veulent un euro fort. Merci. Les autres veulent un euro faible. Merci. Eh bien, il faut les deux, c'est-à-dire on ne peut pas faire import et pas d'export ou de l'export et pas d'import. J'expliquais ça un jour à mon ami, le chef d'une entreprise qu'il a quittée, EADS, et qui se félicitait de vendre ses avions. Il me dit, le seul problème, c'est que l'essence est trop chère.
Et je dis, le problème, c'est que l'euro est trop faible. Mais comment tu peux dire ça? Si l'euro était plus cher, je ne pourrais pas vendre mes avions. Mais j'ai dit, mais tes avions sans essence, ils ne marcheront pas. Donc désolé, arrêtons un peu de s'envoyer comme ça des messages. L'euro doit monter, l'euro doit baisser. Non, ça doit faire partie d'une discussion calme, tranquille. Je pense que les patrons pourraient s'en occuper aussi, au lieu de s'invectiver indirectement en prétendant qu'eux ont raison, alors que c'est que globalement que ça aura un sens. D'ailleurs, même pas uniquement au niveau français, avant tout au niveau européen. Et c'est en ce sens que je suis véritablement un Européen convaincu, aussi bien pour l'énergie que pour beaucoup de choses. Pour l'énergie, c'est très facile, Laurence. En matière d'énergie, je considère que l'Europe n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de politique énergie en Europe. Il y a des décisions qui sont d'ailleurs souvent des oukases sur l'environnement, des taxations CO2 ou autre chose. C'est d'ailleurs toujours des critiques, toujours des encadrements, jamais positifs. Et ça, c'est par contre la véritable remarque, et j'en ai parlé à mon ami Prodi avant cette conférence, cette présentation, c'est de lui dire quand même, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est la Commission. La Commission, elle est là pas simplement pour donner des instructions, réduire, encadrer, même si c'est son rôle, elle doit aussi promouvoir, aider, assurer la compétitivité. Et pas que celle de l'Allemagne, celle de l'Europe. Donc, à part ça, l'euro, c'est quand même indispensable. Et nous soutiendrons, nous, autant que faire se peut, même si ça nous pose de gros problèmes, ne serait-ce que parce que Total est une société qui fait ses résultats en dollars, qui ensuite les traduit en euros. Ben, je vous assure que ce n'est pas facile à expliquer. Et là aussi, alors je vais changer, je ne vais pas parler que de mon camarade El Kabbach, mais je vais parler... Il n'aime pas quand on parle de lui, mais on t'a vu tout à l'heure sur l'écran. Voilà. Et Catherine Ney qui est à côté, donc voilà, eh bien elle aussi, on a parlé souvent de ces problèmes d'euro-dollar, et c'est pas facile d'expliquer, et c'est pour ça que les entreprises doivent s'expliquer, c'est pas facile d'expliquer que nos comptes, ils bougent de temps en temps, pas parce qu'on s'engrasse sur la hausse du pétrole, mais par exemple parce que quand on fait des résultats en dollars et que l'euro baisse, eh bien je vais faire plus de résultats en euros. Mais je suis pas plus riche, ni moins d'ailleurs, mais c'est comme ça, et il faut l'expliquer. Voilà, donc c'est simplement à nouveau pour dire que sans les journalistes, on n'arriverait pas à s'expliquer. Alors je vais terminer. Eh oui, il ne faut pas les critiquer, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, on ne va pas aller. Ici, vous êtes nombreux, c'est déjà bien, on a l'occasion de s'exprimer. Mais alors si je dois aller faire ça tous les jours, et je ne couvrirai jamais que... Ah si, il y a beaucoup de monde. Enfin, ça ne fera jamais que 50 000 personnes en 10 jours. Je ne peux pas faire ça tous les jours. Donc il faut bien quand même qu'on compte sur eux. Voilà, donc merci quand même. Peut mieux faire, mais merci quand même. Je terminerai sur vraiment un sujet qui est pour moi le plus important, c'est oui, l'union fait la force, mais la force, c'est pas la taille, c'est vraiment d'être ensemble. Quand j'entends de temps en temps des groupes de pression qui se mettent ensemble et là ils disent ça y est, ça c'est l'union qui fait la force, eh bien non, c'est pas celle-là. La vraie union qui fait la force, c'est quand, comme tu l'as dit si bien, Jean-Dominique, quand la France, effectivement, se met ensemble. Et pas simplement, par exemple, les grandes sociétés, ou la FEP, ou les compagnies pétrolières fortement bien représentées. Vous voyez, je ne parle pas que des journalistes. Mon ami Chilansky, qui est le président de l'UFIP, il faut bien faire un peu de pub, donc notre syndicat à l'intérieur du MEDEF, eh bien, clairement, il est là aussi pour expliquer aux autres, aux grandes surfaces, que nous ne sommes pas des ennemis. Vous voyez récemment le débat qu'il y a eu en France, parce que c'est franco-français, sur le prix du pétrole, le prix à la pompe, etc. Bon, on a fait ce qu'il fallait, je pense. Tout le monde dit qu'on aurait pu faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais c'est quand même mieux que de ne rien faire. Donc déjà, c'est une première chose. La deuxième, cette volonté les uns et les autres de vouloir pousser les grandes surfaces contre les pétroliers, etc. On en a marre. Comme dirait ma voisine, mais qui s'est arrêtée à temps, on en aura le cul. Non, moi non, j'ai entendu, mais non. Bon, ben alors, c'est mon italien qui est à la peine. Mais moi, voilà, mon dernier message, c'est faisons vraiment les choses ensemble. Faisons vraiment les choses ensemble au sein du MEDEF, avec la FEP, avec même la CGPME. Allez, il faut y aller.
C'est un message, et pourtant, j'en fais pas partie, mais clairement, sans solidarité, on n'y arrivera pas. Sans solidarité, même avec le gouvernement, j'insiste, voilà, j'ai fait partie de ceux qui ont été reçus par le président. C'était une bonne chose, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'on n'a probablement pas suffisamment parlé. Ça, c'est les risques. On nous dit qu'il ne faut pas en parler, alors du coup, c'est pas facile. Mais par exemple, ceux qui ont été, à mon avis, sont forcément plus convaincus que ceux qui n'y ont pas été. Donc Jean-Dominique, la prochaine fois, je t'emmène. Mais clairement, il faut au moins, en tout cas dans un premier temps, expliquer. Et puis si ensuite, effectivement, on n'est pas entendu et que ça va au détriment de l'intérêt de nos sociétés et pas que de Total, alors je peux vous assurer que là aussi vous allez m'entendre, parce que l'indépendance, ça existe. C'est de respecter les gens, de respecter la démocratie, de respecter le gouvernement et son président en priorité, mais qu'ensuite, bien évidemment, on jugera aux actes, parce que c'est pour ça que nous sommes, comme moi, grassement payés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. Bravo. Et sois sûr que ton message à l'unité est entendu 5 sur 5 ici. Tu as dit quelque chose d'assez important à propos de l'énergie. Tu as dit il est probable que la Commission ne fait pas son travail et n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Donc je suis contente de pouvoir terminer cet échange avec vous, Romano Prodi, parce que vous avez eu un rôle majeur, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à l'échelle européenne, tant sur l'euro que sur le fonctionnement même des institutions. Donc si je reprends les différents éléments que nous avons dit depuis le début, c'est à la fois monétaire, c'est à la fois économique, c'est à la fois politique. Il semblerait que beaucoup pensent que le politique soit plus important, mais la question à laquelle nous n'avons pas du tout répondu pour le moment, c'est comment on fait pour avancer. On voit à peu près ce qu'il faudrait faire. Emma nous a donné le schéma de la gouvernance. Les grands patrons nous ont bien dit ce qu'il fallait faire en matière d'économie compétitive. Et puis Benoît Cœuré ou Baudouin nous ont bien rappelé la logique monétaire ou financière qu'il fallait installer. La question c'est comment? Est-ce que franchement vous, Romano Prodi, vous pensez que c'est possible aujourd'hui d'y arriver? Et à quelle échéance? Très content d'être invité ici et aussi parler après un exorbitant nombre de savants. C'est très facile, hein? Mais je passe maintenant à ma langue maternelle pour être plus bref et, si est possible, plus synthétique. Gérard nous a rappelé les mutations intervenues dans l'Europe industrielle. Gérard a également souligné le rôle de l'Allemagne. Une différence s'affirme de plus en plus entre l'Allemagne et les autres pays de l'Europe dont il nous a parlé. Quant à moi, je me limiterai à vous reparcourir ces faits dans un contexte de changement mondial. Un changement mondial exorbitant. Et je citerai tout d'abord l'entretien entre M. Obama et le représentant de la firme Apple, et qu'ils lui ont expliqué qu'ils montent leurs produits en Chine. Ils leur ont expliqué que la valeur ajoutée de cet assemblage en Chine est extrêmement bas, car il n'est chiffré qu'autour de 7 à 14 € par appareil. Le président des États-Unis d'Amérique, M. Obama, a donc réagi. Et c'est au bon sens qu'il s'en est appelé. Mais si le coût de l'assemblage est si bas, mais pourquoi vous ne transférez pas votre chaîne d'assemblage aux États-Unis?
Et on ne lui a pas répondu parce que ce n'est pas intéressant du point de vue économique. La réponse a été ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible, pourquoi? Ce n'est pas possible parce que la chaîne de distribution l'impose, parce que la spécialisation des travailleurs, des fournisseurs, la rapidité à laquelle on passe d'un logiciel à un autre, la rapidité à laquelle il faut procéder lorsqu'on change les décisions adoptées, eh bien là, ceci peut se faire tellement rapidement que nulle part ailleurs, cette rapidité ne pourrait être assurée. Lorsque le Japon a été frappé par cet horrible tremblement de terre, eh bien, il n'y a pas eu que les usines japonaises qui se sont arrêtées, mais également des centaines et des centaines d'usines chinoises et de la Corée du Sud. La grappe, le cluster asiatique, se développe de façon formidable en Chine et en dehors de Chine encore plus et d'une manière imprévue du point de vue politique, c'est-à-dire il s'agit de pays qui ont des tensions politiques entre elles, mais qui s'organisent au niveau économique et qui dégagent une force incroyable qui est sans égale. Et une fois de plus, l'Europe, là, n'est qu'un compétiteur dans ce nouveau monde. Mais il ne peut qu'en être ainsi si nous ne dotons pas des moyens en Europe de réagir, car nous serons perdants de cette façon. L'Europe pourra survivre à la concurrence mondiale à l'avenir uniquement en s'intégrant. Monsieur Schroeder-Gerhard nous a expliqué que la force de l'industrie allemande est prédominante en ce moment. Il nous a évoqué des chiffres assez cléments, faut-il dire, parce que les estimations actuelles dépassent largement les chiffres qu'il nous a mentionnés. On a évoqué la Grande-Bretagne et la France. Il faut dire que dans ces deux pays, le processus de désindustrialisation a été mise en œuvre de façon extrêmement rapide, malheureusement. Mais il faut alors se demander si l'Europe, ou peut-être un seul pays, l'Allemagne, est à elle seule assez grande pour réagir. Eh bien, ma réponse est non. L'Allemagne, à elle seule, ne saurait en aucun cas tenir le coup vis-à-vis du nouveau modèle de concurrence qui s'affirme. Les tensions que nous connaissons en Europe font des dégâts, nous portent préjudice. Et ceci fait que nous serons perdants à l'avenir. Et de plus, les non-européens sont de plus en plus réticents à investir en Europe, ce qui implique l'isolement de notre continent. Si nous continuons de nous diviser, l'isolement deviendra une réalité. Je m'excuse d'être pédant, mais mon véritable métier était d'être professeur d'économie industrielle pendant 30 ans. Donc c'est là ma véritable nature et passion. Eh bien, à l'avenir, l'Europe ne suffit pas non plus. L'appel à la Russie et à la Turquie est on ne peut plus opportun. Et je me rejoindrai à M. Gerhard, il faut reprendre l'ancien projet de l'Union européenne, c'est-à-dire le club des amis. Tous les pays de la Biélorussie au Maroc peuvent souscrire avec l'Europe des accords bilatéraux, bien qu'étant à l'extérieur des institutions européennes, notamment le Parlement et la Commission. Il nous faut un noyau, un socle industriel extrêmement fort et une zone commerciale intégrée qui soit plus large que l'Europe en tant que telle. Le moteur franco-allemand est bien sûr indispensable pour atteindre cet objectif, mais il ne suffit pas. La preuve en est ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Nous avons assisté à 25, peut-être à 26 sommets franco-allemands
mais aucune décision n'a été prise rapidement. Je suis désolée de devoir le dire. J'ai déjà fait l'éloge de la répétition, ce qui me concerne. Mais il faut dire que le sommet franco-allemand, il est tout à fait indispensable, d'une part, et d'autre part, il est compliqué, parce que l'objectif de l'Allemagne est le fédéralisme européen, tout en ne voulant pas aller de l'avant pour mettre en œuvre le fédéralisme. La France n'a pas d'objectif fédéraliste, mais elle est prête à faire des démarches pour. C'est un peu que dans ces couples, il y en avait un qui faisait l'équipe de matin et l'autre l'équipe de nuit. Et ils ne se sont jamais rencontrés pour avoir des enfants. C'est là la situation de l'Europe lors d'un sommet franco-allemand. Et l'économie, elle, empire. Lorsque le leader d'une grande banque internationale me dit les comptes entre les mains, si j'avais mon siège en Allemagne, je pourrais économiser 1 milliard d'euros, alors ça veut dire que c'est dramatique. Parce que des problèmes sont toujours possibles. Parce que de telles inégalités ne sont jamais viables à long terme. À court terme, d'accord, à moyen terme peut-être, mais à long terme, ce n'est pas possible lorsque le système économique est intégré. Moi, je souhaite longue vie à l'euro, je suis pour, mais je vous dis, faisons attention, parce que lorsqu'on arrive près du gouffre, il faut bien avoir recours à la sagesse, mais sachez que les malheurs sont toujours possibles, bien que personne ne soit vraiment intéressé à la dissolution de l'Europe. Selon les dernières études, nous perdrions un PNB compris entre 25 et 50%, ce qui comporterait une dépression tragique qui toucherait la totalité des pays. Les Allemands ne doivent pas oublier que s'il y avait un clivage entre l'euro du Sud et l'euro du Nord, le taux de conversion ne serait pas 1,2, mais 2,5. Et donc, les belles Volkswagen et les Audi qui circulent sur les routes italiennes, elles seraient toutes rapidement rapatriées en Allemagne. Il ne faut pas l'oublier. L'écroulement de l'euro porterait préjudice à la totalité des pays et non seulement aux pays du sud de l'Europe. Je vous rappelle également que lorsque j'étais professeur, le taux de conversion entre la lire italienne et le Deutschmark était égal à 1 à 145. Lorsque j'ai souscrit l'accord avec M. Kohl, ce taux est égal à 990. C'est-à-dire qu'en 35 ans, nous avons déévalué de 600%. Et la France, à mon avis, elle a dû en faire de même. C'est une réalité qu'il faut toujours tenir bien présent à l'esprit. Bien sûr, il faut être assez grand pour être présent au niveau de la recherche fondamentale et pour construire un système qui marche sur le long terme. Il n'y a pas de solution de rechange. Soit la Banque centrale est forte et qu'elle est en mesure d'émettre des obligations européennes, soit c'est notre survie qui est en question dans le monde de l'avenir. Et ce n'est pas dans 1 an que ceci se produira, peut-être dans 10 ans, on ne sait pas, mais c'est une responsabilité politique qu'il ne faut pas oublier. Avec un collègue à moi, nous avons proposé la création de ces obligations européennes dites Euro Union, qui seraient donc garanties avec les réserves en or des banques centrales, et donnant en garantie également les grandes infrastructures comme des gazoducs, etc.
parce que tout le monde paye les frais de la dette européenne, et non seulement l'Allemagne. Mais il faut bien rassurer l'Allemagne sur la présence d'une solidarité entre tout le monde. C'est des compromis qui sont indispensables pour l'avenir. Et j'en arrive à mes conclusions, car le temps me presse. N'oublions pas qu'il ne faut pas trop tarder, car entre-temps, nos économies se détériorent. La Grèce, elle nous a fait voir des vertes et des pas mûres. Elle a falsifié ses comptes. Bon, on l'a rendu possible, hein, parce que l'Italie et la France ne respectent pas non plus les critères de Maastricht. Mais la Grèce, elle a reculé de 25% au niveau du PIB. On ne saurait plus continuer de la sorte. On ne peut pas penser nous arrêter sur le numérateur, c'est-à-dire le budget public, et non pas sur les économies, car le dénominateur, les économies, empire. C'est là la situation italienne. Notre budget, nos comptes publics sont proches de l'égalité, du niveau zéro. Mais ceci entrave le développement de l'économie. Nous voulons, alors il faut se poser la question, qu'est-ce que nous souhaitons à l'avenir? Voulons-nous que l'Europe progresse ou qu'elle flanche? C'est la question, c'est la réponse qu'il faut se donner. Et bien sûr, le moteur franco-allemand, la locomotive franco-allemande doit fonctionner, doit traîner, mais il faut que les bénéfices aillent vers la totalité de l'Europe. L'industrie allemande a besoin non seulement de la France, mais également de l'industrie de la République tchèque et de tout un système qui l'entoure. Autrement, un jour ou l'autre, elle s'écroulera aussi. Et j'aimerais partager avec vous une toute dernière réflexion. La croissance a ralenti à l'échelon européen, on le sait, et nos économies s'affaiblissent, s'usent. Et nous nous retrouvons dans l'absurde de devoir demander aux classes moyennes, aux ouvriers, d'acheter plus pour assurer la reprise. Et en même temps, nous réduisons les salaires, donc le pouvoir d'achat. Il s'agit bel et bien d'un contresens entre le besoin qu'on a d'augmenter les pouvoirs d'achat et les besoins qu'on a de booster l'industrie d'un pays, avec une conséquence supplémentaire qu'on oublie souvent. La société de l'information, elle est indispensable et elle assure notre avenir. Mais c'est quelle société de l'information qu'on souhaite? Eh bien, celle qu'on a, elle produit du chômage et non pas de l'emploi, parce qu'on a de plus en plus recours à l'informatique. On a des iPads, on a des mobiles, mais on a des millions de secrétaires qui n'existent plus. Et des personnes qui s'occupaient avant de la comptabilité qui étaient présents en Europe, qui ont perdu leur travail car il a été délocalisé. Et c'est la révolution informatique qui en est la cause. Alors faisons attention que pour lutter contre le chômage et pour éviter les tensions, il faut revenir au même rythme, au rythme de croissance qui nous est nécessaire pour que notre bateau puisse continuer de naviguer. Ces problèmes sociétaux sont dus au changement de notre société et petit à petit, elles nous deviendront insupportables. L'Europe s'avère donc de plus en plus indispensable, non seulement pour assurer l'union de nos industries, pour qu'elles soient fortes et puissantes, mais également pour ouvrir une perspective d'emploi aux nouvelles générations, une perspective de travail qui nous fait défaut à l'heure actuelle. Le devoir des entrepreneurs et des hommes politiques est de construire un scénario où un nouvel avenir est à nouveau possible. Et je vous remercie de votre attention. Je voudrais
en forme rapide de conclusion, poser une question à nos trois grands politiques qui sont là à la table, Gerhard Schröder, Emma Bonino et Romano Prodi. Au fond, vous nous avez très bien dit l'absolue nécessité d'Europe. Gerhard Schröder, vous avez même commencé à esquisser les nouvelles institutions qu'il conviendrait d'installer. Romano Prodi, vous avez bien rappelé l'exigence économique absolue. Et Emma, tu y as mis en plus l'enthousiasme qu'il convient. Mais si nous avons tous la vision, et nous les chefs d'entreprise, nous l'avons aussi, si nous avons la vision politique et la vision économique, ce qui nous manque aujourd'hui, j'insiste, c'est le comment. C'est pas ce vers quoi on veut aller. Ici, je crois que nous sommes tous d'accord. C'est comment on y va. C'est la méthode de construction. Alors, peut-être, Gerhard Schröder, vous pourriez nous donner très rapidement l'idée du comment. Est-ce qu'on fait à nouveau une grande conférence internationale? Est-ce qu'on retrouve un petit groupe avec le Jean Monnet d'aujourd'hui? Est-ce que là, ce panel, là autour de la table, vous voulez tous ensemble commencer à rédiger une nouvelle constitution? Comment on fait? Monsieur le chancelier. Je pense que cela ne ferait pas beaucoup de sens de convoquer une conférence internationale. Nous avons ces conférences, 27 chefs d'État et de gouvernement, leur ministre des Affaires étrangères et leur ministre des Finances se rencontrent régulièrement au sein du Conseil européen. Cela suffit. Vous avez raison de dire nous connaissons notre objectif, mais ce qui nous manque, c'est la mise en œuvre de tout ce qui a déjà été décidé. Et je suis beaucoup moins pessimiste que d'autres. Je pense qu'au cours du dernier Conseil européen à Bruxelles, on a pour la première fois reconnu ce dont nous avons besoin, savoir créer une Union européenne, rattraper ce que nous n'avons pas fait de par le passé, donc une Union européenne afin de pouvoir mieux coordonner nos politiques économiques et financières en Europe. Condition sine qua non pour créer davantage de confiance en Europe. Il s'agit donc de mettre en œuvre ce qui a été décidé et c'est ce que nous devons exiger de ceux qui prennent les décisions. Deuxièmement, la politique fonctionne selon un certain modèle dans nos sociétés démocratiques. La mise en œuvre ne pourra être effectuée qu'à partir du moment où la société elle-même exerce une pression en ce sens. Donc, que tous ceux qui veulent une monnaie commune fassent pression en ce sens. Ceci concerne par exemple le MEDEF et d'associations du même type. À vous de veiller, à vous d'exercer pression afin que la mise en œuvre soit possible. Par ailleurs, nous avons besoin de l'accompagnement des médias. Donc, la responsabilité des médias consiste à demander aussi une telle mise en œuvre. Et l'opinion publique européenne ne doit pas accepter la non-mise en œuvre. C'est ce que les médias doivent mettre en avant. Donc, il faut veiller à la mise en œuvre des décisions politiques, mais cela ne sera possible que si une certaine pression est exercée. Et je vous renvoie donc la question, je renvoie la question au MEDEF. Il est aussi de votre responsabilité de veiller à ce que l'idée européenne survive. Il est de votre responsabilité en tant que citoyen agissant dans cette société de veiller à ce que suffisamment de pression soit exercée pour que les décisions prises soient mises en œuvre. Je ne vois pas d'alternative. Emma, en un mot, comment on fait? Tout d'abord, c'est pas vrai que tout le monde, ou on est très nombreux à vouloir plus d'Europe, ou d'Europe fédérale, ou d'Europe politique. C'est pas vrai. Je me réjouis déjà qu'en France, j'ai vu que le mot fédéral, fédéralisme a été dédouané, ce qui est une grande première, parce que, et je vous en remercie, parce qu'effectivement, ça vient du fameux rapport.
Et c'est vrai que maintenant, on commence aussi en France à parler de fédéralisme de nécessité. Moi, je parle de fédéralisme d'ambition, mais je m'en fous, de fédéralisme, d'accord. Hein, ben, chacun a ses motivations. Bon, très bien. Mais ce n'est pas vrai qu'on est très nombreux en Europe. Si vous simplement passez un petit moment, mais même en Espagne, par exemple, il ne se pose même pas la question. Ou si vous allez ailleurs. Donc, on a un long chemin à faire pour justement discuter l'idée de l'union politique et de qu'est-ce que c'est cette union politique et de convaincre les gens. Or, je pense qu'on peut se donner l'échéance, par exemple, des élections au Parlement européen de 2014, qui sont normalement des élections nationales sur des thèmes nationaux, qui ne s'occupe jamais d'Europe, et tout le monde pense encore que d'être élu en Europe, c'est un peu le cimetière des éléphants, juste pour prendre du temps et de revenir à la politique nationale qui, elle, serait beaucoup plus passionnante, intéressante, etc. etc. Donc, je pense qu'il y a un chemin d'opinion publique à faire, de citoyens et citoyenneté, et je pense qu'on doit absolument pas croire que c'est fait. C'est pas vrai, cette idée de l'union politique, c'est pas totalement partagé, bien le contraire. Donc soyons à un certain moment modestes. Et finalement, j'en suis d'autant plus convaincu que ce n'est pas l'affaire de quelqu'un qui se met dans un bureau à écrire une constitution. Permettez-moi de le dire, l'Europe est beaucoup trop importante pour le laisser au gouvernement. Et je pense qu'effectivement, à niveau de... Bon, c'est le MEDEF, c'est les syndicats, c'est les universités, c'est les citoyens, c'est toute une société qui doit bouger sans... Et, je termine, mais sans se faire paralyser par la peur d'un soi-disant référendum. Parce qu'ici, il paraît qu'on ne peut rien, oh là 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 là, non, 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 non. Il y a encore le souvenir du fameux plombier polonais, là, qui d'ailleurs ne s'est jamais manifesté nulle part, ni le plombier, ni le polonais, mais qui a été la terreur de toute une nation et de toute une Europe. Moi, en Italie, je voudrais bien des plombiers, polonais ou pas polonais, mais j'en trouve pas, c'est ça le problème. Bon, finalement, c'est important de parler haut et fort, parce qu'à la dérive populiste, qui est évidente, démagogique, etc., c'est inutile de répondre par des mi-mots. Ah, il ne faut pas froisser les gens, faites attention, vous parlez d'États-Unis, d'Europe, oh là là, oh là là. Non, moi je pense qu'il faut dire vrai. Et que devant des populismes, nationalismes, etc., c'est inutile vraiment d'essayer d'apaiser les esprits. C'est le moment des grands débats et c'est le moment des grands défis et c'est à nous de relever cette audace et ce courage. C'est sur ça que se passionnent les gens. Les gens ne se passionnent pas sur la dernière directive de la longueur des poivrons. Ça, je suis désolée, c'est pas possible. Romano Prodi, comment on fait? Mais sur le vœu et bon appétit. Parce que je partage toutes les opinions qui sont dites par Emma et par Gerhard et vraiment bon appétit à toujours. Merci beaucoup. Encore un mot. Moi, je voudrais vraiment remercier tous nos intervenants, les grands chefs d'entreprise qui étaient là avec nous, bien sûr Gerhard Schröder, Romano Prodi et Emma Bonino, et voudrais vous dire avec eux que je crois que nous, les chefs d'entreprise, on a un rôle moteur, d'avant-garde à jouer dans la construction, la reconstruction du projet européen, et n'oubliez jamais que Jean Monnet, celui qui est à l'origine de ce magnifique projet, de cette extraordinaire ambition, était lui-même entrepreneur et fils d'entrepreneur. Vous voyez donc que le chemin à parcourir, c'est nous qui allons le montrer. Merci à vous tous et à très bientôt.